Quasi puoi sentire con le tue mani. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête de région, ici à Catane, en Sicile, sur l'un des marchés les plus célèbres d'Italie. Nous partirons dans quelques minutes à la rencontre d'une jurassienne qui s'est installée ici pour se mettre au service de l'association SOS Méditerranée. Le bateau de cette association vient en aide aux migrants au large de l'Italie. Nous la rencontrerons dans un instant. Et puis dans cette émission, nous irons justement à la rencontre de ces personnalités exceptionnelles, de ces bourguignons et franc-comtois formidables. Nous avons voulu vous partager leur parcours, leur vie et peut-être voir qu'à travers eux, nous pouvons nous aussi aller de l'avant. Déterminé à faire changer le regard sur le handicap, il a traversé la Manche et les 5 continents à la nage et gravi le Kilimandjaro en compagnie d'un paraplégique. Arnaud Chassery est un aventurier à contre-courant. L'idée, c'est de contribuer à changer cela et à améliorer l'image du handicap en France. Depuis 1972, lorsqu'il pratiquait la première opération à cœur ouvert au CHU de Dijon, Michel David a réalisé des centaines d'opérations et des dizaines de greffes. Une vie consacrée à en sauver d'autres. Ce qui est le plus, peut-être le plus impressionnant, c'est de voir rebattre le cœur. À Mouchard dans le Jura, lorsqu'il ne consulte pas, le docteur Laplante raconte sur scène l'histoire de la médecine. Le stand-up pour échapper au burn-out. Les chirurgiens n'est bon à rien, les hôpitaux des zéros, et puis la sécu qui nous le met dans le cul. Chef d'entreprise ou champion de France des primeurs, il bluffe les plus âgés et s'impose dans leurs domaines respectifs, malgré les préjugés sur la jeunesse. Portrait croisé. Il y a des moments où on se dit waouh, on est un peu secoué. À 24 ans, on assume peut-être des responsabilités qu'on ne devrait pas assumer. Voilà. Mais je le veux, hein, donc il faut assumer maintenant. Ces bourguignons et franc-comtois formidables, c'est tout de suite dans Enquête de région. Pour débuter cette émission, on va s'éloigner de Catane et de la Sicile un instant et retrouver un homme qui a fait de l'accessibilité l'une de ses plus grandes batailles. Son nom, Arnaud Chassery. C'est un aventurier iconais qui a choisi la traversée de la Manche ou les hauteurs du Kilimandjaro. Il est devenu, vous allez le voir, un espoir pour beaucoup de personnes en situation de handicap. Chanvre, début du mois de mars. Comme chaque année, Arnaud Chassery s'apprête à s'offrir un petit bain d'hiver. L'eau atteint timidement les 5 degrés, mais pas de quoi décourager Arnaud. Depuis 10 ans, les eaux glaciales sont devenues son terrain de jeu favori. Un goût du défi qu'il met aujourd'hui au service des personnes en situation de handicap. Sportif à contre-courant, explorateur des temps modernes, Arnaud Chassery, un aventurier hors du commun. Je ne considère pas que j'ai quelque chose en plus que la moyenne, hein, vraiment. Je suis un sportif, mais pas un sportif de l'inutile. Voilà, j'ai rien contre hein, les personnes qui vont faire un 8000 ou escalader une montagne ou même traverser un océan à la nage, mais pourquoi ? Pourquoi on le fait et pour qui ? Et voilà, l'idée c'est de restituer quelque chose, ça nous fait une vitrine, voilà, on fait un exploit, une performance sportive, et ça nous fait une vitrine, et de là on peut pointer du doigt les problèmes de notre société. Son premier exploit, Arnaud le réalise en 2008 en traversant la Manche à la nage sans combinaison ni matériel. Un rêve d'enfant devenu réalité qui a fait taire beaucoup de mauvaises langues. Techniquement, je n'ai jamais été un nageur hors pair. Moi, je peux nager longtemps dans des conditions difficiles, mais techniquement, il y a des enfants là, qui ont 10 ans, 11 ans au club à Joigny qui vont déjà beaucoup plus vite que moi. Mais donc oui, effectivement, on n'aurait pas parié un centime sur moi. Laissez-le passer, retourne-toi et tu lèves les bras.
Un défi personnel qui fera des émules. 2 ans après son exploit, Arnaud reçoit le coup de téléphone d'un nageur qui souhaite lui aussi traverser la Manche. Au bout du fil, un certain Philippe Croison. Quand il va m'appeler, je commence à lui expliquer ce qu'est la traversée de la Manche. Et là, Philippe Croison me dit ah, je te coupe, il faut quand même que je te dise quelque chose, j'ai pas de bras. Et là, je lui dis bah, c'est pas grave, tu vas palmer. Mais il me dit bah oui, mais j'ai pas de jambes non plus. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça. Il est venu à mes côtés, on s'est préparé ensemble et il a eu la réussite derrière. Au terme de 2 ans de préparation, Philippe Croison deviendra le premier amputé des 4 membres à traverser la Manche à la nage. Des images qui feront le tour du monde. Assoiffés de défis, Philippe et Arnaud repartiront à l'aventure quelques mois plus tard. Leur pari, relier les 5 continents. See you later. See you later. « 85 km de nage, 45 heures d'effort. En seulement 4 mois, les 2 hommes vont réaliser un véritable tour du monde. Une expérience hors du commun qui restera à jamais gravée dans leur mémoire. Pour moi, si je dois parler par exemple de mon handicap, c'est le sport qui m'a reconstruit. C'est grâce à l'équipe que j'ai pu monter et grâce à Arnaud qui m'ont permis d'accepter mon nouveau schéma corporel, la personne que je suis devenue. C'est grâce au sport, c'est grâce aux aventures que j'ai menées. Donc effectivement, quand on a mené cette aventure tous les deux de relier les 5 continents à la nage, notre objectif aussi c'était d'aller voir les personnes handicapées sur les continents. Franchement, c'est même plus de l'exploit sportif, c'est de l'aventure humaine. C'est juste de l'aventure humaine. C'est bien passé. Quand t'as voulu aller nager en maillot de bain, dans une eau à 0 degré. Même les gamins, les Inuits, ils disent mais il est fou ce mec. Qu'est-ce que tu lui prends? Sinon on va pleurer quand on voit la météo. J'ai soigné. Je dirais qu'Arnaud, pour moi, ça a été mon rock, mon pilier. Je l'ai suivi. Honnêtement, je l'ai suivi, quoi. Donc, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Quand on mène une aventure, surtout une aventure humaine comme celle-ci, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, c'est un pilier. On sait qu'il va aller au bout. On l'a vu dans sa dernière aventure, monter le Kilimandjaro, grosse difficulté à l'arrivée, à la fin, il en prend 3-4, il dit les gars, on monte. Tout le monde dit non, nous on va monter, on va l'emmener le gars au bout. C'était notre rêve, c'était notre objectif, on va l'emmener. Ça c'est Arnaud. Ouais. Le Kilimandjaro, une nouvelle aventure riche en sensations. Une expédition menée par Yann Jondot, un maire paraplégique. En l'espace de 5 jours, Arnaud Chasserie et son équipe parviendront à hisser l'élu breton au plus haut sommet d'Afrique. Objectif de cette mission, promouvoir l'accessibilité. Après toutes ces années auprès du handicap, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait énormément à faire. Au niveau de l'accessibilité, bien sûr, mais simplement sur le regard des gens, sur le regard des Français sur le handicap. Et il y a énormément à faire. Donc voilà, l'idée, c'est de contribuer à changer cela et à améliorer l'image du handicap en France. Le rêve d'Arnaud Chasserie, que toutes les communes de France deviennent accessibles. Dans son petit village de Chanvre, de nombreux aménagements ont déjà été réalisés. Rien d'étonnant, puisque l'adjoint au maire n'est autre que le père d'Arnaud. L'an dernier, nous avons installé une sonnette d'appel pour aider les personnes en situation de handicap à entrer dans leur boulangerie. Voilà, avec la petite poignée d'accès. On le voit avec l'école. La mairie, la petite boulangerie qui est le seul commerce du village. On a réussi avec nos employés municipaux à faire ces travaux. Donc ouais, si une petite commune comme Chanvre peut arriver à rendre accessible sa commune, toutes les communes de France devraient pouvoir y arriver. Bonjour Catherine. Bonjour Arnaud. Tu vas bien? Pour beaucoup de personnes en situation de handicap, Arnaud Chasserie est devenu un allié de poids. Ce jour-là, Arnaud rencontre pour la première fois Renaud. Le jeune homme a été victime d'un grave accident 4 mois plus tôt. Un drame qui lui a donné une véritable rage de vivre. J'ai à l'heure actuelle une autre idée de la vie, une autre manière de voir les choses. Je suis, oui, comme porté par quelque chose de plus fort maintenant qu'avant, quoi. J'ai envie de faire beaucoup de choses avec Arnaud. Je pense à du sport, refaire du sport. Beaucoup de choses comme ça. Je sais que lui est très porté sur le sujet. Donc
je pense qu'il va y avoir moyen qu'on s'entende là-dessus. En attendant que Renaud retrouve assez de force pour partir à l'aventure, Arnaud de son côté se prépare à un nouveau défi. Début août, il tentera une nouvelle traversée de la Manche, cette fois-ci en relais. Un défi pour lutter contre le syndrome de Little. Évidemment, j'ai des tas de rêves encore que j'aimerais accomplir, mais voilà, le partager, c'est encore plus fort. Et puis ça fait des boules de neige, là, nous serons 4 à traverser, donc ça fait autant de monde impliqué autour de nous et autant de monde sensibilisé à la cause du handicap, bien entendu. Sportif à contre-courant, humaniste convaincu, pour Arnaud Chassery, les combats pour la bonne cause sont loin d'être terminés. Son goût du défi le conduira sans aucun doute à de nouveaux exploits. Bienvenue à terre. Bonjour Mathilde. On est loin des montagnes jurassiennes ici un peu. On est assez loin, mais comme vous voyez, il y a aussi une montagne derrière nous. Là. Vous avez fait une bonne traversée? On a rempli notre mission, en effet, parce que donc, hier, on a débarqué 280 personnes qu'on a sauvées samedi. Au cours d'un sauvetage qui était vraiment critique, c'était assez compliqué et par chance, on a réussi à sauver tout le monde, à ramener tout le monde sain et sauf au port. Et puis après ce sauvetage, on a récupéré d'autres personnes qui avaient été sauvées par une autre ONG. Aussi un transfert de 62 personnes qui avaient été sauvées par un navire marchand au large des champs pétroliers, parce que donc au large de la Libye, il y a des champs pétroliers et il y a des bateaux marchands qui font des sauvetages depuis des années et des années. Alors Mathilde, ton engagement avec SOS Méditerranée, il date d'octobre 2016. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi toi, qui étais auparavant journaliste, correspondante pour des médias français à Rome, tu as décidé de t'engager pour cette association? Alors évidemment, tout est lié en fait. J'ai été journaliste pendant 10 ans à Rome, correspondante pour la presse étrangère, notamment pour des médias français. Et depuis que je suis arrivée en Italie en 2006, déjà il y avait des barques qui arrivaient à Lampedusa, déjà il y avait la crise migratoire et ça a continué au fil des années et c'est un sujet qui m'intéressait particulièrement et que j'ai suivi de près. Et puis en octobre 2013, il y a eu la tragédie de Lampedusa avec cette embarcation qui a coulé vraiment au large des côtes de Lampedusa. Plus de 400 morts, des corps repêchés, des corps qu'on voyait enfin parce que jusqu'à ce moment-là, les naufrages arrivaient en pleine mer et on ne voyait pas, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de journalistes, il n'y avait pas de caméras, d'appareils photo. Et donc après Lampedusa, ça a été vraiment quand même un choc. Et un déclic pour toi? Ça a été un déclic, oui, parce que c'était vraiment horrifiant de voir ces corps ramenés à terre, alignés dans l'aéroport de Lampedusa, qui est une toute petite île. Et ce qui était aussi vraiment choquant, c'était les mots de la maire de Lampedusa, Giusy Nicolini, qui ce jour-là a dit notre île est trop petite, il y a déjà plus de place, il y a plus de place pour les vivants, il y a trop de morts. Et il faut imaginer cette toute petite île où il y avait soudain 200, 300, 400 corps ramenés à bord. Et puis il y avait toutes ces histoires horribles aussi des plongeurs qui ont retrouvé des corps, dont celui d'une femme avec son enfant encore accroché au cordon ombilical. Et puis là, il y a eu tous les chefs d'État et de gouvernement qui sont arrivés à Lampedusa, qui sont recueillis devant les cercueils, qui ont dit plus jamais ça. Et malheureusement, quelques mois après, ça a recommencé. Et là, je sais pas, c'était comme une évidence. Je voulais monter à bord. D'abord, mon intention, c'était de faire un reportage à bord, d'aller voir ce qui se passe. Et puis, en fait, à un moment, s'est présentée l'occasion. Et notamment avec le bateau de SOS Méditerranée, qui est le bateau, enfin, en gros, qui correspond exactement à mon identité aussi. C'est un bateau européen, un bateau citoyen, un bateau avec des équipages français, allemands, italiens, et qui va sauver ces personnes en mer, parce que c'est une obligation légale, c'est une obligation morale, il n'y a pas à se poser de questions.
Et en effet, je ne me suis pas posé de questions et je suis montée à bord. On va s'éloigner, Mathilde, quelques instants du port de Catane pour revenir tout à l'heure évoquer la mission de l'Aquarius et de SOS Méditerranée avec toi, mais on va continuer à parler de ces parcours exceptionnels et notamment d'un qui continue, comme vous, à sauver des vies depuis plus de 40 ans. Le professeur Michel David a été le premier chirurgien cardiaque nommé au CHU de Dijon. On était en 1970, il a pris sa retraite en 2011. Regardez son parcours exceptionnel. Tout ce que je vis, c'est grâce à lui. J'ai dit tout, effectivement, sur le plan professionnel et encore plus. Un professeur comme ça, il en a fallu 2 pour le remplacer. Surtout, c'est l'homme aussi qui a été un véritable bonheur. Quand vous voyez cette photo, ça vous évoque quoi, professeur? Ça m'évoque très clairement la première greffe cardiaque que nous avons réalisée à Dijon. C'était le 25 novembre 1987. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est une opération facile. C'est compliqué par le nombre de gens que ça met sur le pont. Il faut que chacun ait une tâche bien définie, enfin, etc. Il faut que ces rouages soient bien huilés. Mais sur le plan technique, on coud des gros tuyaux. Donc ça ne nous fait pas peur. Enfin, c'est pas... Ce qui est le plus, peut-être le plus impressionnant, c'est de voir rebattre le cœur. Avant de greffer des cœurs, le professeur Michel David en avait déjà réparé beaucoup. Premier chirurgien cardiaque à exercer à Dijon dès le début des années 70, il doit se battre pour imposer sa spécialité, accusée à l'époque de coûter trop cher. La chirurgie cardiovasculaire est une chirurgie onéreuse, mais finalement peut-être guère plus onéreuse que beaucoup de chirurgies. Face aux détracteurs, le jeune chirurgien tient bon, constitue une équipe et développe l'activité de son service. En attendant qu'on fasse beaucoup de cœurs, on a commencé par en faire une dizaine par an, après 20, après 50. Enfin, quand on était à la greffe cardiaque, on devait être à peu près à 400 cœurs par an. En plus, on était quand même entre deux gros monstres, Paris, Lyon. Donc il fallait, on n'avait pas le choix, il fallait avancer. Des centaines de cœurs opérés chaque année, c'est autant de vies sauvées. Celle de Nicole Cunisset, par exemple. Oh, ça va? Ça va. Bien. La santé est bonne? Très bonne, oui. Retrouvailles surprises entre Nicole et le chirurgien qui l'a opérée il y a maintenant 40 ans. J'avais 23 ans à l'époque. Tout ce que je vis, c'est grâce à lui. Autrement, je travaillais à plein temps, je fais du sport, j'ai fait tellement de choses, je lui dois quand même beaucoup. Si Nicole peut encore rencontrer le professeur Michel David au CHU, c'est parce qu'il y a toujours son bureau au 3e étage. Depuis 10 ans, il est médiateur médical et reçoit régulièrement des malades ou leurs proches qui ont des plaintes ou des réclamations à formuler. Je viens vous voir, nous avions rendez-vous en ce qui concerne ma maman. Si je vous compare à un sage, ça vous convient ou pas? C'est un peu le rôle qu'on me fait jouer et que je joue volontiers. J'ai toujours aimé le contact avec les gens, donc étant donné que j'ai une certaine facilité pour le faire, autant que ça serve à quelque chose. Le médecin a même été tellement proche de ses patients que certains sont devenus des amis. C'est le cas de Pascal Boron, professeur de musique, que Michel David voit régulièrement. Et quand ils se rencontrent, c'est pour parler de tout, sauf de l'hôpital. Alors, il n'y a pas de cours? Non, j'ai pas de cours le vendredi. J'avais répétition ce matin. La reconnaissance, il sait qu'elle est là. Maintenant, bon, c'est passé. J'espère que c'est définitivement passé. Et on parle de plein d'autres choses. L'opéra, bien sûr, qu'il aime beaucoup, et moi aussi d'ailleurs. Et puis la musique, enfin, certaines choses, on a un intérêt commun. L'amour des belles choses, de tout, en général. Si on est monomaniaque, on s'enferme. D'ailleurs, déjà, les médecins ont tendance à s'enfermer, à faire des
petites réunions entre eux, etc. Moi, au contraire, quand je sors de l'hôpital, je ne vois pas de médecin, je vois des gens qui font tout à fait autre chose. Pourtant, même dans ces cas-là, la carrière du professeur David s'invite souvent dans la conversation. La preuve. Combien d'heures vous passiez dans l'hôpital en fait? Régulièrement 12 heures. Bah oui, c'est ça. La moitié de la journée, quoi. Oui, oui. Hein? Peut-être même plus. Moi, j'y retournais la nuit. Bah voilà, c'est ça. Le CHU et son service de chirurgie cardiovasculaire, pendant 40 ans, c'était un peu chez lui. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Donc j'ai des élèves que je connais. Et il y a une génération que je commence à ne pas connaître. Donc petit à petit, quand je viendrai ici, on me dirait que c'est qui celui-là. En tout cas, c'est pas le cas pour le moment. Pour l'instant, ça va encore, mais ça se dégrade vite. Hein. Quand le docteur Marie Favier est arrivé dans le service, Michel David n'avait pas encore pris sa retraite. Ici, tous les médecins qui exercent ou presque ont été formés par lui. C'est le cas de Saed Jazayeri. Arrivé à Dijon en 1992, il est alors jeune interne. Le professeur va le prendre sous son aile. C'est lui qui m'a permis de faire la chirurgie, ce que je voulais faire, donc qui m'a appris, tout appris en fait. Hein, c'est grâce à lui que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire comme activité. Donc vous lui devez beaucoup à ce monsieur. Bien sûr, bien entendu, moi j'ai dit tout. Au bloc, personne n'a oublié le pionnier de la chirurgie cardiovasculaire à Dijon. Des salles d'opération portent même son nom et Michel David remet toujours sa tenue avec bonheur pour venir y retrouver ses anciens élèves, ce jour-là Olivier Bouchot et Eric Steinmetz. Qui est ce monsieur pour vous? Notre papa. On parle de maître en médecine et surtout en chirurgie, c'est lui qui nous a formés, je crois qu'il nous a mis le pied à l'étrier et surtout qui a su insuffler un esprit un peu familial parce que vous voyez, Monsieur David faisait 2 spécialités et puis nous on en fait chacun une. Alors bon, l'activité s'est beaucoup développée depuis évidemment, enfin l'esprit a été insufflé à cette époque-là et on continue de le perpétuer. C'est plus facile de faire grandir une maison qui a été bien bâtie au départ que de récupérer une bicoque à reconstruire. Là, si vous voulez, on a eu des fondations qui ont été très solides et la réputation du service dans la région, et maintenant on essaye au-delà de la région, est très très bonne. Et donc nous, on a juste à faire perpétuer ça. Bon, ben les enfants, ce qui est bien. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que mes élèves ont continué la route que j'avais tracée et qu'ils l'ont plutôt améliorée encore parce que les progrès sont incessants dans cette chirurgie. Et puisque j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui sont devenus maintenant des professeurs à leur tour et qui perpétuent ce que j'avais commencé dont j'avais jeté les bases. Mathilde, on a rejoint le centre de Catane, ici sur la Piazza Duomo, la place de la cathédrale. L'Aquarius, c'est un bateau qui, on l'a vu, va en Méditerranée au secours des embarcations de migrants qui pourraient sinon périr en mer. Qui sont les gens que vous accueillez sur ce bateau? Est-ce qu'on pourrait dresser comme ça un portrait robot ou est-ce qu'ils sont trop différents? Ces gens, ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui ont fui leur pays. Personne n'est heureux de partir de chez lui. Ils ont tous des bonnes raisons d'être partis de chez eux et d'avoir fait ce voyage très long et extrêmement dangereux pour essayer de chercher un futur meilleur. Et comme moi, au final, j'ai le droit de voyager, j'ai le droit d'aller chercher un futur meilleur ou de m'installer loin du Jura, loin de mon pays. Eux aussi, au final,
Ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui ont le droit de voyager et de chercher un endroit pour vivre mieux. Quand tu dis il fuit quoi? Il fuit la guerre, il fuit la famine, il fuit la situation notamment en Libye? Alors les situations sont très différentes parce que parfois on a jusqu'à 20-25 nationalités à bord. On a des personnes qui viennent d'Afrique de l'Ouest, on a des personnes qui viennent de la Corne de l'Afrique, d'Érythrée, de Somalie. On a des personnes aussi qui viennent du Yémen par exemple, du Pakistan, du Bangladesh. Donc il y a vraiment, dans chaque pays, il y a des raisons pour lesquelles ces personnes ont été contraintes de quitter leur pays. Et ensuite qui sont tombés dans le piège libyen. Parce qu'aujourd'hui, la Libye, c'est un piège pour ces personnes. C'est un endroit où toutes ces personnes qui veulent chercher un avenir meilleur, qui veulent voyager, qui veulent éventuellement rejoindre l'Europe, mais pas tous. Ils ne sont pas partis pour aller en Europe, ils sont partis pour chercher un endroit plus sûr, pour vivre, pour travailler, pour élever leurs enfants, pour leur avenir. Et ils sont tombés en Libye dans un piège, ils ont été enfermés dans des prisons, ils ont été extorqués continuellement, ils ont été battus, torturés. Les femmes, pour la plupart, ont été violées dans ces centres de détention. Et donc, en fait, quand ils quittent la Libye à bord de ces canaux, ils fuient un enfer et ils ont droit à une protection. Alors justement, je te propose de regarder ensemble un extrait d'un reportage réalisé il y a quelques mois sur l'Aquarius par une équipe de France 3 Marseille, où on va voir un petit peu votre travail et la situation des personnes que vous accueillez sur place. Regarde. Ils sont plus d'une centaine, entassés en surface et dans la cale du bateau. Ils n'ont ni boussole, ni pagaie pour avancer, plus de moteur non plus. Il a été volé par des Libyens en début de traversée. Il sera revendu par les passeurs pour d'autres embarcations au départ. Pour ce sauvetage, SOS Méditerranée a été appelé pour 3 canots en détresse. Arrivés sur place, il n'en reste que 2. Entre janvier et juin 2017, plus de 2800 morts en Méditerranée. C'est sans compter les disparus. Restez assis jusqu'à ce qu'on vous dise de vous lever un par un. Okay, wahad, wahad. Okay. Selon les associations, 40% des migrants ne visent pas l'Europe, mais fuient l'horreur de la Libye. Tous resteront 2 jours à bord de l'Aquarius, le temps de navigation nécessaire pour rejoindre l'Europe. Le navire paraît être une parenthèse enchantée entre l'enfer de la Libye et l'épreuve d'un nouveau monde, l'Italie. Parenthèse enchantée, Mathilde, ce bateau Aquarius, c'est des mots très forts qui sont employés pour signifier ce temps où on est loin de l'horreur de la Libye qu'on vient de voir, et puis l'inconnu de cette Europe qui ne les attend d'ailleurs pas forcément, on peut le dire. Oui, en effet, c'est vraiment une parenthèse enchantée, comme elle le dit dans le reportage, parce que les personnes, quand elles arrivent à bord, c'est le premier lieu où elles sont enfin en sûreté, en sécurité depuis des mois. C'est un lieu où on est tous égaux, on les accueille en leur disant bienvenue à bord, et on leur rend pendant quelques heures, pendant les heures que dure la traversée, après le sauvetage, on leur rend aussi une dignité humaine qui leur a été enlevée. La dignité de leur humanité, ça c'est important. Mathilde, dans un instant, on va continuer à évoquer l'Aquarius et la mission d'SOS Méditerranée, mais on va d'abord faire un détour par chez toi, dans le Jura, du côté de Mouchard, où un médecin de campagne a décidé de faire du stand-up. Eh bien, les petites histoires de la médecine du docteur Laplante ont beaucoup de succès dans la région. Un médecin qui a choisi le spectacle pour éviter un burn-out. Reportage. C'est un théâtre de poche, où se jouent en silence les petites peines comme les grandes souffrances. La salle d'attente, un spectacle permanent pour le docteur Laplante, surtout l'hiver lorsque son cabinet ne désemplit pas. Bonjour, c'est à nous, c'est Sylvie. Bonjour. Au revoir. Allez-y. Voilà. Voilà un médecin comme on les aime. Je t'écrase pas le bras, t'inquiète. Je fais ici, non, normal. T'as malade? Concentré, attentif, il est aux petits soins avec les malades. Non, il n'a pas de fièvre, mais il a une toux... Enfin, ça, c'est la journée. Parce que le soir, on le sait ici, le docteur a tendance à se lâcher sous les projecteurs. Un tiers payant pour les mendiants, les génériques qui nous niquent, le médiator qui nous fout la mort, le lévothyrox que ça coûte vie en ox, hein, les chirurgiens n'est bon à rien, les hôpitaux des zéros, et puis la sécu qui nous le met dans le cul. Et
Petit coup encore. Vous me décevez. Et vous aussi, vous me décevez. Ce que j'avais donné pour son nez et tout ça, tu lui donnes ça en plus. Un généraliste qui opère la nuit au rayon comédie les patients du CIFER. C'est bien de le voir aussi dans un autre contexte. Hein. On a tous, je veux dire, nous aussi, nos passions. Et non, moi, j'apprécie beaucoup. C'est mettre les enfants à l'aise, faire de l'humour, ça, c'est très important. Qu'est-ce qui vous amène? Plutôt non, hein. Qu'est-ce qui vous ramène? Parce que sans vouloir vous fâcher, j'ai quand même parfois l'impression que vous campez ici. Hein. Allez planter votre tente dans ma salle d'attente. Hein. Monsieur Descréaux. Docteur. Encore malade? Mais non. Pas malade, mais c'est mon genou qui m'ennuie toujours. Ah ben voilà, ben je vais opérer direct. Vas-y, prends. Est-ce qu'on peut rire de tout? Non, sans doute qu'on ne peut pas rire de tout. Il y a des situations en consultation où, franchement, on n'a pas envie de rire, c'est clair. Mais quand même, on s'aperçoit que dans, allez, on va dire 85 à 90% des cas, on peut arriver à tirer le petit effet bénéfice, le petit point de rigolade ou d'humour qui va détendre le patient. Dans ces petites communes jurassiennes, les spectacles du docteur, on commence à bien les connaître. À chaque représentation, on le voit s'afficher sur les vitrines des magasins. Ah, ça fait peut-être évoluer la démarche, voir différemment la médecine, les maladies peut-être. C'est vrai que c'est pas mal aussi, ouais. Voir dans un autre contexte en fait, que toujours dans les salles dans leur cabinet. C'est vrai que c'est bien, c'est bien. C'est bête, j'ai enlevé le mien, j'en avais. Le docteur Laplante s'inspire un peu de son quotidien, mais dans son spectacle, il raconte surtout quelques épisodes fameux de l'histoire de la médecine, à sa manière. C'est là qu'on va opérer le roi. Faut pas dévoiler avant. Regarde, il va être là, moi je suis face, le roi est donc censé être allongé et j'opère sa fistule en direct. Donc c'est pédagogique en fait. C'est pédagogique. C'est pédagogique. Charles-François de Tassy, chirurgien de Sa Majesté. Place, dans le divin fessier, un écarteur d'argent aux armes des Bourbons. Puis il enfonce son stylet dans le gras de l'abcès. Fouille et fouille. Ouvre tous les canaux et ses affluents. Découpe tout ce qu'il rencontre en petites lamelles. Voire en petits lambeaux. On extrait encore une dizaine d'espèces de longs vers de terre, sanguinolents et purulents. Je me suis installé, j'ai bossé, j'ai mis ça de côté, on va dire, pendant 15 ans. Je me rappelle avoir fait des colos comme moniteur, comme directeur de colo aussi. C'est moi qui organisais souvent les soirées festives, on va dire. Donc j'aimais bien. J'aimais bien faire le clown, à l'école aussi un peu. Hervé Laplante est un enfant du pays. Un vrai médecin de campagne. Bonjour Madame Bouddha. Alors, comment va? Comme une vieille. C'est lors d'une fête d'anniversaire qu'il a décidé de se lancer dans ce one-man show qui n'en finit plus. Non, 12-8 comme d'habitude, hein, franchement. Vos douleurs toujours, poignets, tout ça, ça fait toujours mal? Oh, je peux depuis rien votre faire fracture avec cette main. Ouais. Je vais vous demander de vous avancer un petit peu, Madame Ruffiot. Très bien. Et de gonfler les poumons. Oui, gonfler les poumons, gonfler, gonfler, gonfler. Bloquez la respiration. Ne respirez plus. Ne respirez plus. Non, Madame Ruffiot, juste provisoirement, pas définitivement. Voilà, très bien. Arrêtez de respirer. Pas comme Madame Ruffiot, hein, pas tout le temps. Il faut re-respirer, même si j'oublie de vous le dire, sinon ça peut mal tourner. Il le fait avec esprit, même des choses simples. Alors il y a le spectacle et il y a la souplesse qu'il a. Alors je ne sais pas quelle gymnastique il fait, mais alors les acteurs n'ont rien à lui envier. Je prends du magnésium aussi. Mais si le docteur monte sur les planches, c'est aussi parce qu'il en a besoin. Lui qui passe ses journées à soigner le mal-être des autres avait tendance à s'oublier. Est-ce que la scène
C'est une sorte de thérapie d'anti-stress. Clairement. Et j'arrivais en 2006-2007, on ne peut pas dire au bout, mais il y avait une activité folle. On bossait énormément. J'étais, on va le dire, nous on n'a pas le droit de l'employer, ce nom-là pour nous, mais on a beaucoup de médecins qui sont burn-outés. Moi, je faisais que ça du matin au soir. Le fait d'avoir autre chose dans la semaine qui faisait, ça m'a vraiment reboosté. À 58 ans, le praticien rêve-t-il de lâcher enfin le stéthoscope pour le stand-up? Eh bien, pas vraiment. D'ailleurs, à la fin du spectacle, c'est le comédien qui le dit. Il a toujours rêvé d'être médecin. Être utile. Passer sa vie à être utile aux autres. N'est-ce pas là la plus jolie des vies? Bienvenue à bord de l'Aquarius. C'est ici que tout se passe pendant les sauvetages en fait. Donc c'est vraiment l'endroit névralgique du bateau pendant les opérations. Le premier lieu que découvrent les migrants quand ils arrivent à bord. Le premier lieu que découvrent les migrants quand ils arrivent à bord, en effet. Qu'est-ce qui se passe pendant un sauvetage? On repère l'embarcation, elle se trouve à peu près à cette distance. On lance les canaux de sauvetage, ils s'approchent de l'embarcation en difficulté, ils calment la situation, ils distribuent les gilets de sauvetage et puis ensuite ils font des navettes avec le bateau. Les navettes, elles arrivent ici et donc toutes les personnes montent un par un les étages de cette échelle. Cette porte s'ouvre et c'est là donc leur premier impact, leur première arrivée à bord avec les sauveteurs. On leur enlève les gilets de sauvetage, on leur souhaite la bienvenue à bord et on leur dit surtout qu'enfin ils sont en sécurité. Le travail que vous faites sur ce bateau, cette mission d'SOS Méditerranée, il faut aussi le faire savoir, il faut conscientiser l'opinion publique et c'est une part non négligeable de votre travail sur place. Ça fait partie vraiment de notre mission, c'est un devoir comme celui de sauver ces personnes, c'est un devoir légal, c'est un devoir moral, mais c'est aussi un devoir envers les citoyens qui financent ce bateau. C'est un bateau qui est financé à 90% par des dons privés et donc c'est un devoir aussi de leur raconter qu'est-ce qui se passe aux frontières de l'Europe en pleine Méditerranée et c'est aussi pour ça que les personnes financent ce projet, c'est pour savoir, pour qu'il y ait des yeux citoyens en Méditerranée. Et puis pour sensibiliser l'opinion publique qui parfois peut être un peu rétive et à votre action et à l'arrivée des migrants sur le sol européen, on sait bien, il y a eu des élections récemment en Italie, on sait bien que c'est pas simple d'expliquer ce qui se passe et quelle est votre mission vraiment. Et c'est là que c'est toute l'importance des images, l'importance du témoignage. Je vous assure qu'ici, quand on se trouve à cet endroit qu'on appelle le boat landing, quand il y a les personnes qui arrivent, c'est impossible de rester indifférent. On voit des enfants qui arrivent en pleurant, des regards complètement perdus, des femmes qui ne savent pas où elles sont et qui se jettent dans nos bras, qui se sentent enfin en sécurité. Et là, vraiment, même pour les sauveteurs les plus aguerris, même pour les journalistes les plus aguerris, c'est toujours une scène très très poignante, très très forte et parfois il est difficile de retenir des larmes quand on accueille ces personnes à bord et qu'on leur dit bienvenue à bord et qu'ils nous disent merci. Alors en matière de communication, je voulais justement te montrer cette petite vidéo qui va certainement te rappeler quelque chose. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi, oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, il n'y avait rien à perdre, oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. On m'a tendu la main et je suis en vie. Cette chanson, Merci, elle va représenter la France à l'Eurovision. Je sais que tu étais très présente sur les réseaux sociaux pour soutenir, comme tous les gens de l'association SOS Méditerranée, parce que finalement, cette chanson, elle est un peu le symbole de votre mission. Merci, cet enfant est né ici, sur ce bateau. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ?
Oui, et surtout ce 27 janvier, le jour où la chanson Merci a été sélectionnée pour l'Eurovision, c'était pour nous tous de SOS Méditerranée un des pires jours de la mission et aussi un des plus beaux jours. Le pire jour parce que ce jour-là, le 27 janvier, on a eu un sauvetage critique, un sauvetage où des personnes, entre 30 et 40 personnes ont perdu la vie. Et au même moment, il y avait donc sur la télévision française la chanson Merci, qui est cette chanson d'espoir, qui était sélectionnée contre toute attente, en fait, grâce au vote du public, grâce au vote citoyen, pour représenter la France à l'Eurovision. Et donc il va y avoir des millions de téléspectateurs qui vont entendre cette chanson, qui vont la fredonner, qui vont voir le clip et qui vont donc être sensibilisés d'une manière différente à ce qui se passe en Méditerranée, la belle histoire d'un enfant qui est né à bord de ce bateau. Alors justement, puisque cet enfant est né sur ce bateau, est-ce que tu peux nous montrer les lieux de cette naissance? Bien sûr, je vais vous montrer où est né Merci. Je te suis. Alors où est-on ici, Mathilde? Alors ici, on est dans le shelter, donc l'abri, c'est vraiment le cœur de ce bateau ambulance de l'Aquarius, parce que c'est là que donc, les femmes et les enfants sont accueillis dès leur arrivée, et c'est enfin un lieu sûr, un lieu où ils sont en sécurité. C'est aussi notre salle de réunion quand nous n'avons pas de réfugiés à bord, et puis c'est aussi parfois un hôpital de campagne. On installe une clinique temporaire quand on se retrouve confronté à des scénarios critiques qu'on appelle les mass casualty plans, et donc où il peut y avoir plusieurs patients à devoir réanimer. Donc ici, vraiment, c'est le cœur de la vie, et parfois malheureusement aussi de la mort de ce bateau de sauvetage en Méditerranée. C'est un peu la salle commune, on pourrait presque dire la place du village quelque part? Voilà, c'est un peu notre agora sur l'Aquarius. Et c'est vraiment aussi là qu'est passée Taiwo, la maman de Merci, au moment où elle est arrivée sur le bateau. Elle est d'abord arrivée dans cette pièce. Et c'est là qu'elle a été diagnostiquée. Elle était enceinte de 8 mois et demi. Et c'est là qu'elle a eu les premières contractions. Et ensuite, je vais vous montrer la pièce dans laquelle elle a donné naissance à Merci. Je te suis. Alors c'est ici que le 21 mars 2017 est donc né Merci. Voilà, le bateau, l'Aquarius, entrait à Catane avec un nombre record de réfugiés à bord. Il y avait plus de 900 personnes. Et c'est là que, quand le bateau entrait dans le port, Merci a poussé son premier cri. Et pour l'anecdote, ce matin-là, la sage-femme qui a donc aidé Taiwo, la maman de Merci, à donner naissance au bébé, a allumé le talkie-walkie et a fait entendre à tout le bateau les premiers cris de Merci. Et ça a été vraiment une vague d'émotions énorme à bord du bateau. L'équipage était épuisé par les sauvetages. Signe de joie et signe de vie. Mais quelle vie ils ont après? Parfois, on réussit à garder contact avec certains, mais la plupart eh bien, poursuivent leur chemin. Certains poursuivent leur chemin dans d'autres pays d'Europe, d'autres s'installent en Sicile. Une des mamans qui a donné naissance à un bébé ici à bord de l'Aquarius est toujours à Catane, et le petit garçon va à la crèche et s'intègre dans la société italienne. Voilà, merci beaucoup pour cette rencontre et cette visite ici sur ce bateau, Mathilde. On va regagner la Bourgogne-Franche-Comté et tes montagnes du Jura qu'on embrassera évidemment pour toi. Et on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci encore. À bientôt. À bientôt. On part maintenant à la rencontre de deux jeunes professionnels. Arnaud vit à Morteau dans le Doubs et Michael à Salins dans le Jura. Ils ont tous deux moins de 25 ans, mais déjà une solide expérience dans leurs domaines respectifs. L'un dans la communication, l'autre dans les légumes. Passionnés, précoces, talentueux, ils nous livrent leurs secrets et nous font partager leur expérience hors du commun. La volonté de réussir et l'amour de leur métier. À 24 ans, ils ont tous les deux déjà une longue expérience et la même envie de progresser. Michael est chef de sa propre entreprise de communication. Arnaud est lauréat national des talents des fruits et légumes. Moi, la mise en rayon, c'est vraiment ce que je préfère faire, une des choses que je préfère faire ici.
J'aime bien arriver le matin et dire aujourd'hui je vais essayer de faire ça. Les produits on les touche, on les installe, on pose pas des colis comme ça pour dire c'est posé et servez-vous. Non, on fait des œuvres d'art. Il avait à peine 16 ans quand il a choisi d'abandonner la boulangerie pour le métier de primeur. Et depuis, Arnaud lui voue une véritable passion, jamais lassée, toujours enthousiaste. Vie au rythme des légumes. Donc nous on a la chance de changer 4 fois de saison bien sûr. Donc forcément de changer 4 fois, si je peux le dire, un peu de métier. Parce qu'il faut savoir que quand ça fait 3 mois que tous les matins on fait un rayon, on met des choux, tout ça, quand on change, comme là on arrive à la saison des asperges, des artichauts, on aime bien mettre ces produits en rayon. Ça donne aussi le sourire aux clients, surtout quand on passe de l'hiver au printemps. C'est vraiment la meilleure saison. Le printemps, voilà, tout le monde adore cette saison. Lui aussi fuit la monotonie pour entreprendre, avancer toujours et encore. Michael en a fait un art de vivre. Depuis qu'il a 12 ans, il organise des spectacles, des événements, fait venir des artistes et a même tourné un film. Kev Adams, c'est parti d'un pari avec un pote. Et boum, j'ai passé quelques coups de fil. Au premier abord, on me dit non mais ok, bonjour monsieur, vous êtes... Voilà, je m'appelle Michael, je voudrais produire Kev Adams. Ah ok, très bien, c'est cool, vous avez quel âge? 17 ans, merci, au revoir, ouais d'accord. Et boum, je refais le numéro et je rappelle en disant mais c'était pas normal en tout cas de me considérer comme ça. Moi à 17 ans, j'avais l'impression d'en avoir déjà 20, 22. Moi le mot impossible n'existe pas. Enfin souvent quand on me disait ne va pas là-bas, c'est pas possible, j'y allais parce que justement c'était ce qui m'attirait. Ce qui était le projet du film, quand on m'a dit mais va pas là-bas, ça va pas, tu vas pas créer un film. Bah si, je vais créer un film, effectivement. On est tous là grâce à toi en fait, hein, donc c'est toi qu'il faut qu'on remercie finalement. Grâce à moi, grâce à tout un ensemble de personnes qui ont travaillé très dur sur le projet. Voilà, mais c'est une espèce de fougue et ta volonté qui fait que tout le monde est venu. 1 millier de personnes à Salins pour l'avant-première de Main dans la main. À l'époque déjà, Michael a tenu tous ses paris et même fait l'acteur dans le film qu'il a produit. Y'a quoi à manger? Des côtes de blettes. Des côtes de belettes? Des blettes, pas des belettes, bouffons. C'est quoi des blettes? C'est des légumes, bouffons. Lui, aucun légume ne lui est inconnu. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Clotilde, sa patronne depuis 8 ans, en sait quelque chose. Les jeunes de 17 ans, ils connaissent pas grand-chose au métier. Hein. On leur demande d'aller chercher des concombres, ils viennent avec des courgettes. Il y a 10 ans, un concombre et une courgette, pour moi, je savais à peine les différencier. Arnaud, il est là depuis longtemps. Il m'a vu devenir meilleur ouvrier de France. C'est un moment fort entre nous deux, entre mon équipe et moi, ma famille, et tout ça, tout un petit groupuscule. À ce moment-là, on comprend qu'on peut vivre des émotions fortes. Quand je suis arrivé là-bas, que j'ai vu tous ces étalages, toutes ces sculptures, tous ces jus, je me suis dit, en fait, ce métier, c'est vraiment... Mais on peut avoir 20 métiers dans un seul. On en a des légumes, des carottes, puis des navots et des betteraves, puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates, puis des tomates, on en a des roux, des vartes. Bonjour. Bonjour monsieur. Je cherche les oranges qui ont le plus de jus et pas acides surtout. Beaucoup de jus pas acidulé, c'est voilà. Pour manger à la main comme ça, C'est hein, ça, pas pour que tu manges une salade de voilà. Regarde, je peux vous conseiller ce qu'on a vraiment de top en ce moment, c'est la maltaise de Tunisie. Nous on a la chance d'être primeur, donc premier, donc nous on goûte tout ce qui arrive. Des fruits et légumes, 5 fruits et légumes par jour, là on est plus à 50 que 5. La société, créée par Michael, emploie aujourd'hui 7 personnes à Salins et à Lons-le-Saunier, propose de la gestion de sites internet ou de réseaux sociaux, prend en charge la communication d'entreprises ou de services publics et organise des événements. Ce jour-là, on est à la veille de l'ouverture d'un salon de l'artisanat à Blétran. Un salon, on est en contact direct avec des entrepreneurs, c'est des entreprises qui ne peuvent pas perdre leur temps. Voilà, ils sont là, ils doivent installer, et quand ils arrivent, il faut que ce soit prêt, il faut que leur stand soit accessible immédiatement, il faut qu'ils aient accès à toutes les informations. Donc, cadrer un maximum de choses. L'idée, c'est que Clotilde soit chef de projet sur ce dossier-là. Alors, c'est-à-dire qu'elle gère vraiment toute la partie prod en direct, l'accueil des exposants, la gestion des exposants, guider les exposants, gérer les imprévus. Et ce jour-là, justement, les problèmes s'accumulent, la salle n'est pas chauffée, mais Michael gère. Ouais, faudra... Okay. Malheureusement, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas tous les éléments en main. Là, c'est une mise à disposition de salle et ce matin, on a eu beaucoup de surprises, effectivement, avec des infiltrations d'eau, de chauffage. Donc, il faut réagir très vite pour que tout se passe au mieux et qu'on ait le moins de problèmes possible et le moins de répercussions négatives sur l'événement. Mais ça va bien se passer.
Et le jour J, il fera 22 degrés dans la salle et 2500 visiteurs feront de ce salon un succès. Sécurité, accueil, animation, l'équipe de Michael a assuré. En un an, le chiffre d'affaires de sa société a doublé, preuve de son sérieux et de sa réussite. Mais la pression est énorme et régulièrement, pour ne pas se perdre, le jeune homme retourne dans son quartier des HLM. Entrez. Bonjour. Ça va, mamie? Pour y passer un moment avec sa mamie d'origine turque, fan de la première heure. Ma grand-mère, c'est quelqu'un que je vois effectivement plusieurs fois dans la semaine parce que du coup, ça me permet toujours finalement de garder une proximité, un lien avec l'endroit où je viens. Et puis finalement, dans les moments un peu difficiles, c'est l'endroit où on revient en lien avec, je m'en souviens, avec la famille, etc. Et puis, elle a des valeurs sûres, des vraies valeurs qui nous ramènent bien souvent à la réalité des choses. Arnaud, vous êtes là, cher Arnaud Labouille, jeune primeur de chez Jacquemot Primeur. Lui non plus n'a rien renié de ses valeurs, malgré les honneurs et les récompenses. L'ambition est là, mais c'est d'abord le plaisir que lui procure son métier qu'il met en avant. Le trophée, parce qu'il y a évidemment des trophées pour chacun. Le matin, quand je me lève, je me dis pas je vais aller travailler pour gagner de l'argent. Non, ça m'est complètement égal. Moi, ce que je dis, c'est je vais travailler, je vais rencontrer de nouvelles personnes, car on a des nouveaux clients chaque jour, et leur faire découvrir tout ce qu'ils veulent, les conseiller. C'est ça qui m'importe, et surtout évoluer grâce à des concours comme ça. Montrer aux personnes que le métier de primeur, c'est pas juste empiler des carottes, vendre des patates, c'est bien plus que ça, c'est une passion. La suite, c'est peut-être pour Arnaud un jour le concours de meilleur ouvrier de France qui l'avait tant fait rêver à ses débuts. Michael, lui, s'interroge sur toutes ces années passées à courir. Au fond, il sait déjà que d'autres aventures l'attendront ailleurs, sans doute, plus haut, plus fort et avec toujours une longueur d'avance. Il y a des moments où je me dis, mais t'es cinglé, quoi. Mais pourquoi tu te fais vivre ça à des moments? Puis après, je me dis, non, c'était quand même assez bon. Enfin, il y avait un côté assez excitant sur le projet. Mais s'il y a des moments où on se dit, waouh, on est un peu secoué. À 24 ans, on assume peut-être des responsabilités qu'on ne devrait pas assumer. Voilà. Mais je le veux, hein, donc il faut assumer maintenant. Et ils l'assument, leur quotidien, pour vivre de leur passion, chacun dans son univers, mais avec la même fougue. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve dans un autre cadre le mois prochain pour un nouveau numéro d'Enquête de Région. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Je suis née ce matin, je m'appelle